Donc avant, je vais commencer par me présenter. Donc je suis juriste de formation. J'ai exercé 10 ans dans un service de ressources humaines en fonction support et opérationnelle. Et puis j'ai pris conscience dans ce métier-là que j'aimais bien pouvoir apprendre aux gens comment pouvoir faire pratico-terrain. Du coup, quand je suis arrivée en Normandie, je me suis lancée dans la formation. Donc par le CEPIC, ça fait maintenant 3-4 ans que j'interviens au sein du CEPIC sur des thématiques RH. Et en ce moment, c'est vrai que l'entretien professionnel est plutôt le numéro 1 dans mes animations. Donc ce que je vais vous proposer, avant de commencer, faire passer des post-it et que vous notiez une idée. Pour vous, l'entretien professionnel, c'est quoi? Ça va permettre comme ça après de les coller, de pouvoir faire des regroupements et que je puisse répondre à vos questions de cette manière-là. Ce que je souhaite également, c'est beaucoup d'interactivité. Donc les questions, posez-les au fur et à mesure. Je préfère répondre directement qu'attendre à la fin où une question peut être oubliée. Donc c'est ce que je vous propose aussi, de l'interactivité, pour que ce petit déjeuner sur un sujet un petit peu ardu se passe dans la convivialité. Donc tenez, Alors effectivement, les post-it que je vous suggère, c'est pas une phrase de 20 lignes, hein. Une idée. Une idée ou une question? Une idée ou une question. Enfin, 3-4 mots, pas à la Proust. Et puis quand vous avez fini, vous les collez, ça va me permettre de commencer à les réorganiser. Avec quoi vous devez repartir finalement à la fin de ce petit déjeuner pour commencer à mettre en place ou continuer votre démarche d'entretien professionnel. Donc la personne apporte pour la société, c'est ça la question? Pour vous, l'entretien professionnel, c'est quoi? Quelle est votre problématique? Quelle est votre question? Et je me dis que comme vous êtes un certain nombre, peut-être qu'à chaque post-it, je pourrais répondre à l'ensemble des personnes avec des questions que vous ne serez pas forcément posées. Ça vous va? Quelle serait votre difficulté pour ces entretiens éventuels? Ou au contraire, ce que vous trouvez très cool à mettre en place? Si vous avez fini, je vous fasse passer au post-it ou vous voulez... Alors... Je me permets de directement commencer à regrouper les thématiques pour... Ça va mettre un peu de couleur. C'est bon, merci. Choisir. Alors on voit qu'il y a une thématique qui ressort, hein. Entretien annuel, entretien professionnel, on va y aller. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites briques? Merci de retard. Merci. Merci. Alors. Ok.
Et là, il y a un grand pôle qui est ressorti. Entretien professionnel, entretien annuel. Alors déjà, je vais commencer plutôt par le quoi. Cet entretien professionnel, à quoi il sert finalement? Oh, pardon. Je vais le mettre pour la fin. État des lieux fixé. Donc effectivement, pour répondre, maintenant on a une obligation légale de mener ces entretiens. C'est pas réglementaire, c'est la loi de mars 2014 plutôt, ça va qui oblige les entreprises à mettre en place des entretiens professionnels. C'était déjà le cas avant, en fonction du seuil d'effectif de 50, sauf qu'on s'est rendu compte que dans la pratique, c'était pas forcément fait. Donc du coup, monsieur le législateur est arrivé, obligation pour toute entreprise, peu importe la taille de l'effectif, peu importe le statut juridique. Avec une case sanction au bout de 6 ans pour les entreprises de plus de 50 personnes. Quand est-ce qu'on doit faire cet entretien? Vous avez jusqu'à mars 2016 pour les mettre en place. La loi nous laissait 2 ans. Elle a été promulguée en mars 2014. Du coup, nous avons jusqu'à mars 2016 pour mettre en place ces entretiens professionnels. Donc, effectivement, c'est mon sujet d'actualité en ce moment. Je peux comprendre. Tout le monde attendait un petit peu ces fameux décrets qui permettaient de préciser. Et effectivement, maintenant, il va falloir s'y mettre. Oui? Une première question, quand vous dites mettre en place avant mars 2016, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on a 3000 salariés, est-ce qu'on doit faire les 3000 entretiens légaux avant mars 2016 ou l'outil est mis en place et ensuite? Pour moi, c'était tout bouclé avant mars 2016. Donc après, voir comment... Ouais. Et du coup, comment... Oui, exactement. Donc après, on va passer au qui l'anime. Qui l'anime? Parce qu'effectivement, c'est une question. On est des RH, on a d'autres activités, en plus de ces entretiens professionnels, et comment faire? Donc j'ai pu, par rapport aux formations que j'anime, voir différentes idées intéressantes. Soit on délègue auprès des managers. Effectivement, le manager est habilité à parler de compétences, mais sa difficulté, c'est qu'il va parler de compétences par rapport au poste de travail qu'il a actuellement. Et les managers que je peux rencontrer sont un peu paniqués en disant « Oh là là, mais de quoi va-t-on parler? Je ne suis pas outillé et armé. » Donc déjà, première chose pour les managers, ça va être de les former, de les accompagner. Ça, c'est vraiment le point d'entrée fondamental pour les aider à prendre du recul et qu'ils y aillent cool. L'entretien professionnel, de quoi s'agit-il? C'est le salarié qui est acteur de son évolution professionnelle. C'est encore réaffirmé par la loi. Donc, c'est le salarié qui va parler de son propre projet d'ici 2 ans, d'ici 5 ans. Donc ça, le manager, il est apte à recueillir. Après, je vais dire au manager, soyez curieux, posez des questions. Qu'est-ce qu'il a fait avant son poste actuel? Qu'est-ce qu'il a fait avant l'entreprise où il est actuellement? Qu'est-ce qu'il peut faire éventuellement dans une activité extra-professionnelle? Il y a sûrement des compétences qu'on pourrait éventuellement utiliser en entreprise, mais comme on n'en a pas connaissance, on ne peut pas le savoir. En revanche, le manager, mais comme le RH, n'a aucune obligation de définir un plan de carrière. Et c'est là où il y a la principale crainte par rapport aux personnes, c'est que les managers disent « Oh là là, il faut que je dise, dans 2 ans, tu vas faire tel poste, dans 5 ans, tu vas faire tel poste. » Et on en est incapable, d'une part parce que l'économie est quand même très fluctuante, donc on n'a pas toujours de la visibilité qu'on aimerait. Et puis, ce n'est pas forcément aussi le rôle du manager. Et le manager n'a pas connaissance éventuellement des postes qui pourraient être ouverts. Donc, manager peut faire l'entretien professionnel. Ce que je suggère très fortement, c'est qu'il soit formé, accompagné pour mener cet entretien. Et puis surtout, c'est qu'on va bien lui expliquer. Je vais revenir après avec vous, la différence avec l'entretien annuel. Je ne comprends pas, j'ai déjà un entretien annuel, on parle déjà de compétences, c'est quoi ce bazar, j'y comprends rien. C'est pour ça qu'il faut l'outiller. Ça signifie que pour l'outiller, les RH vont devoir aussi mettre en place des outils, alors soit créer, soit remettre au goût du jour des outils qui vont aider au développement des compétences. Est-ce qu'il y a des fiches de poste dans vos entreprises? Est-ce qu'il y a des cartographies métiers? Est-ce qu'il y a des bourses aux emplois? Je vous fais une liste à l'après-vert. Il y a sûrement des choses qui existent et les managers, je prends conscience, n'en ont pas connaissance.
Donc cette formation permet également de dire au manager, et attention, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition dont vous n'avez pas forcément connaissance. Donc rassurez-vous, on va aussi communiquer auprès des salariés pour que ces salariés préparent leur entretien. On ne balance pas une trame comme ça à l'ensemble de l'entreprise. On fait une campagne de communication, on informe. Pourquoi ces entretiens professionnels? Quel est l'objectif? C'est de eux dont on va parler. Donc je trouve que c'est un entretien plutôt sympa à faire pour les managers. On n'est pas dans de l'évaluation de la personne, on n'est pas dans de la sanction, on en est où on recueille un projet professionnel. Et moi, manager, je creuse avec des questions pour voir quelle est la faisabilité. Et si jamais il y a un écueil, dire aux salariés, bon, on va prendre note, quoi qu'il arrive. On va regarder s'il y a des formations possibles, ou alors vous pouvez très bien dire, ben, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ma connaissance de mon entreprise, je ne vois pas ce poste ouvert pour le moment. Mais c'est intéressant quand même de prendre note, parce que dans 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses, et il y aura peut-être une opportunité, et là on aura une trace sur l'entretien annuel. Professionnel, pardon. Ce que la loi aussi impose dans cet entretien professionnel, c'est un formalisme. Donc faire attention de bien convoquer les gens, alors plutôt convier, pardon, j'aime pas le terme convocation pour un entretien professionnel alors qu'on parle en plus de leur avenir. Donc on convie les gens à leur entretien professionnel, on réexplique l'objectif de l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une trace comme quoi l'invitation a bien été reçue. Pourquoi? Parce que l'obligation légale de l'entreprise, c'est de mettre en œuvre ces entretiens. Et dans 6 ans, on va peut-être devoir le prouver. Comme ça, vous avez une trace écrite. Alors évidemment, c'est du formalisme, c'est de la paperasserie. C'est casse-pied, c'est chronophage. Ça, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, je n'ai pas la solution miracle pour éviter ce genre de choses. Et ce qui est aussi important, c'est que le salarié doit avoir une copie de cet entretien professionnel. Donc ça signifie que si votre salarié n'a pas de projet, et c'est son droit, après tout, il est très bien là où il est, il n'a pas forcément envie d'évoluer, notez bien dans la trame, pas de projet professionnel à ce jour. Ce qui signifie, pour contrer les managers qui disent « Ouais, j'ai déjà plein de boulot, on me rajoute encore une couche, j'y connais rien », enfin, pour lever les freins, parce que je connais aussi les managers, un entretien professionnel peut être assez rapide. Et l'expérience m'a montré que l'entretien professionnel était déjà plus ou moins abordé dans l'entretien annuel. Donc, on va réduire l'entretien annuel et organiser un entretien professionnel. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais en termes de temps, vous pouvez déjà réfuter l'argumentaire de vos managers. Ça, j'en suis sûre. Si jamais il y a... Alors, donc là, c'est option 1 où c'est les managers qui prennent en charge les entretiens. Parce qu'effectivement, en RH, on n'est pas forcément équipé en hommes pour mener... Alors là, j'entends 3000 entretiens. Est-ce que la structure peut absorber ces 3000 entretiens? Autre option, les RH s'organisent et font l'intégralité des entretiens. Ça, c'est sur le papier, j'ai encore jamais vu dans les organisations que j'ai pu voir. Dernière solution que je trouve intéressante, les RH prennent un tiers de manière aléatoire dans les différentes équipes pour aussi alléger les managers. Et le but du jeu, c'est que dans 6 ans, ils auront vu l'intégralité des personnes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Les RH font aussi également ces entretiens professionnels par tiers, de manière aléatoire. Donc on précise bien que c'est de manière aléatoire et pourquoi c'est le RH qui me convoque? Pour éviter les freins et les craintes. Et comme RH est quand même un petit peu anticipe, il va regarder ceux qui n'ont pas eu fait de formation depuis X années, ceux qui n'ont pas eu d'évolution. Ça permet de commencer à aborder les problématiques parce que dans 6 ans, casse sanction. Et s'il n'y a pas eu de formation au cours des 6 dernières années, s'il n'y a pas eu une certification, donc une certification, c'est l'acquisition d'un diplôme. Mais toutes les personnes n'ont pas forcément envie de faire un diplôme dans les 2 ans. D'accord? Si jamais il n'y a pas eu d'évolution professionnelle ou salariale, case sanction. Donc mettez-vous déjà en alerte et anticipons ces 6 années qui nous arrivent. Et pas se retrouver à faire un bilan. Et la case sanction, ça va être un abondement en CPF, plus une sanction financière quand on a plus de 50 salariés. Donc c'est pour ça que des RH font ce tiers aléatoire, mais en off, je sais que c'est un petit peu stratégique pour regarder les personnes qui n'ont pas de formation ou qui n'ont pas eu d'évolution.
Alors l'évolution salariale, c'est une évolution individuelle, c'est pas l'évolution collective. Je préfère dire des évidences. Et concernant l'évolution professionnelle, attention, ce n'est pas qu'une évolution professionnelle de manière, je prends un management, je monte par le haut. On peut changer son périmètre et rester au même niveau de salaire. Évolution professionnelle ne signifie pas augmentation salariale. Donc c'est aussi regarder quand vous avez des mobilités internes, si vous en faites chez vous, comment s'organise cette mobilité? Est-ce que le poste a changé? Et là, du coup, on peut justifier d'une évolution professionnelle. Vous avez des questions par rapport à ce... Oui. Si une personne ne veut pas changer, évoluer, là vous dites que c'est obligatoire? Non, l'obligation c'est de mettre en place un entretien professionnel. Donc il va y avoir cette invitation, ce formalisme casse-pied, mais au moins vous pouvez prouver que vous avez rempli vous votre obligation légale. Ce que je suggère, on ne peut pas imposer à une personne d'avoir une évolution professionnelle. D'accord? Et même dans 6 ans, elle est très bien où elle est, et elle a pas. C'est juste acté dans l'entretien, pas de souhait d'évolution professionnelle, pas de projet professionnel. Mais indépendamment du projet professionnel, attention, est-ce qu'elle a bien fait une formation quand même? Oui. Et est-ce qu'éventuellement son périmètre d'activité a pu évoluer ou pas? Ou est-ce qu'il y a eu une augmentation salariale ou pas? Elle doit obligatoirement faire une formation. Dans les 6 ans, c'est ça? Dans les 6 ans, il faut remplir 2 de ces critères. Parce que la certification, si elle ne veut pas évoluer, elle ne va pas la faire. Donc déjà, ce critère-là, on va l'enlever. Donc, est-ce qu'il y a une formation ou pas au cours des 6 dernières années? Est-ce qu'il y a une évolution salariale au cours des 6 dernières années? Ou est-ce qu'il y a eu une évolution professionnelle au cours des 6 dernières années? Peut-être à l'intérieur de l'entreprise, mais on peut aussi avoir un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise. Ouvrons le champ des possibles. Mais le salarié est acteur de son projet professionnel. C'est pas à nous de lui donner... on n'est pas le pélican qui va pêcher, manger, digérer et recracher. Non, ils sont acteurs. Donc c'est eux le pélican et ils se prennent en charge. Pour une personne qui ne souhaiterait pas se rendre à l'entretien professionnel, au moins, vous pouvez prouver que vous avez organisé l'entretien par l'invitation et l'émargement. Après, je trouve ça dommage parce qu'on parle d'elle, de son projet professionnel. On ne va pas pouvoir l'obliger. Vous parlez de formaliser tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par formaliser? Pour vous, il faut aller jusqu'à un... Écrit. Oui, mais... Écrit, puis après remis en main propre et on signe. On peut très bien faire une liste d'émargement. Alors je suis d'accord avec vous, c'est super fastidieux et chronophage. Mais au moins vous pouvez bien justifier votre obligation légale. Parce que le mail avec accusé réception, l'expérience m'a montré qu'on peut très bien ouvrir AR sans avoir lu. Ou ouvrir sans... voilà, c'est pour ça que je trouve que la signature est quand même un bon moyen de prouver votre obligation légale d'avoir mis en place ces entretiens professionnels. Et tout à l'heure, vous parlez d'entretien annuel, entretien professionnel. Ah, j'ai à venir, attendez, j'ai pas... C'est tout ça, là. D'accord. C'est pareil si le salarié propose une formation qui n'a rien à voir avec ses fonctions, est-ce que ou une formation hors de prix, je veux dire, l'employeur est obligé d'accepter? Non. Alors, la formation, je le note en plan bête parce que je vais en parler avec la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Donc, je vais revenir à votre question. Avez-vous besoin de précision? Oui. Nous, on a la problématique d'avoir des salariés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de Seine-Maritime. Ouais. Faire des remises en même temps, c'est pas forcément évident. Non. Donc, obligation recommandée ou c'est quand même agressif? Non, recommandé surtout là où c'est plutôt l'invitation, on Voilà, convie le projet professionnel. Non, mais dans ce cas, demandez qu'ils accusent réception par mail, plutôt que l'AR. On n'a pas forcément. Mais voilà, la problématique, c'est qu'on intervient au domicile, c'est des aides à domicile. Ah oui, ils n'ont pas forcément. Eh bien, le jour où vous faites l'entretien, vous émargez. Effectivement, on va s'adapter. Il faut aussi s'adapter à nos différentes problématiques et contraintes. Ouais. Justement, pour rebondir sur ce que dit Madame, est-ce qu'un entretien professionnel à distance peut s'envisager pour des salariés qui seraient éloignés, par exemple, géographiquement du siège? Pourquoi pas? Rien n'interdit légalement. Webcam, etc. C'est vrai que je préfère plutôt la proximité parce qu'on perçoit des choses, mais... Je ne suis pas certain que la loi en fait,
le formalise. Non, non, non. Là, d'un point de vue légal, il n'y a rien, aucun interdit. Donc, si c'est pas interdit, on peut faire. Après, il faut bien s'assurer que les propos sont bien retranscrits de part et d'autre. Donc, c'est surtout ça. On pourrait supposer peut-être un enregistrement, en fait, de l'entretien. Éventuellement. Ouais, ouais. Vous avez déjà fait ce genre de choses ou pas? Non. Non, c'était plutôt une interrogation. Rien ne l'interdit. Une visio, effectivement, parce que ça optimise aussi les coûts. Parce qu'on se voit la visio, oui. Ceci dit, au téléphone, on peut percevoir des choses aussi, mais un contact visuel peut être important pour voir comment réagit aussi le salarié. Tout à fait. C'est pas interdit par la loi. Alors, ce que je vous propose, par rapport à ce préambule, des interrogations encore, des questionnements, ou ça vous paraît clair? Je sais que je suis un petit peu rapide. Sachant que donc l'entretien est obligatoire, oui, que le salarié est convié, s'il ne se présente pas, on peut sanctionner? Ouais, non, non, autant un entretien annuel, il y a une évaluation, je trouve que, voilà. L'entretien professionnel, c'est quand même, c'est pour ça dans votre communication, c'est important de communiquer surtout sur l'objectif. On parle de lui, on parle de son projet professionnel, il est mis en avant. C'est quoi son intérêt de ne pas se présenter? Qu'il boycotte un entretien annuel, je peux le comprendre. Il y a des messages, après au RH à décrypter les messages. L'entretien professionnel, il faudrait quand même le voir pour dire pourquoi tu ne veux pas le faire. Si parce que tu n'as pas de projet ou que ça te fait peur, ok, on note pas de projet et ça, c'est pas grave. Vous voyez, il faut démystifier. Le salarié n'a pas une obligation de venir avec un projet professionnel. Si ce n'est que son projet, peut-être, excusez-moi de vous interrompre, peut-être que son projet, c'est peut-être tout simplement de rester oui, dans la fonction qu'il occupe. Exactement, voilà, c'est ça son projet. Donc, et c'est d'entendre, en fait. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez là, c'est qu'effectivement, l'entretien professionnel, c'est un moment d'écoute. Voilà, donc on va prendre en compte la personne et on va l'autoriser à s'exprimer sur ses ressentis par rapport à son poste et par rapport à ses attentes. Exactement. Ça permet de mettre en relation les attentes de l'entreprise. Tout à fait. En termes de durée, si ça dure 5 minutes, c'est bon. Alors, s'il n'y a pas de projet, ça ne me choque pas. Voilà, mais dans l'invitation, attention, vous ne conviez pas vos salariés pour 5 minutes d'entretien. Ni un quart d'heure. Donc, politiquement correct, vous faites une demi-heure. On peut avoir des gens qui nous disent, je suis là, mais effectivement, j'ai rien à vous. Ah, bah, c'est pas la peine de rester une demi-heure. Hein. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais dans les agendas, vous avez dans l'invitation, mais quand même une demi-heure parce qu'il y a du politiquement correct. Le souhait du salarié de se faire assister parce qu'il a des relations difficiles avec son N+1, se faire assister par un délégué, un représentant du personnel. Alors, plutôt que de rentrer dans cette organisation-là, du coup, je trouve que si ce sont les managers qui mènent les entretiens, que la RH se rende disponible pour des entretiens qualifiés de plus difficiles, ou si le manager détecte un projet auquel il ne pourra pas. Après, la loi ne l'interdit pas. Oui, mais le salarié insiste en disant « moi, je veux que ce soit un tel délégué syndical qui m'accompagne, sinon je viens pas ». On va voir ces situations-là. Oui, oui, sûrement. J'ai déjà des salariés qui refusent l'entretien annuel. Oui, tout à fait. Et qui vont dire « oui, ok, là maintenant, il y a la loi qui me permet de, mais je veux être assisté ». La loi ne l'interdit pas. Les salariés, quand vous les invitez à venir dans votre bureau, je ne vais pas dire convoquer, qui viennent systématiquement accompagner. On peut pas, la loi ne l'interdit pas. Mais nous, on peut refuser. Pourquoi vous refuseriez? Parce que c'est un entretien professionnel qui concerne la carrière individuelle du collaborateur et que l'organisation syndicale ou le représentant du personnel n'a rien à faire dans cette affaire. Là, je vous rejoins. Donc on l'acte et puis voilà. C'est pour ça que la communication fondamentale. Est fondamentale. Quel est l'objectif, la préparation? Même si on sait que certains ne font pas confiance, c'est forcément accompagné. Après, ce qui sera très important et ce qui sera fondamental, ça va être le suivi que vous allez faire. Parce que tout entretien signifie exploitation. Donc si c'est un classement vertical et j'ai rempli mon obligation légale, j'ai convié les gens, ok, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc ça signifie qu'il va falloir faire vivre ces entretiens. Donc il faut aussi dire dans votre communication, attention, vous êtes quand même un certain nombre, vous n'aurez pas une réponse dans les 2 jours. Mais dites-le. Il y a certains projets où on va devoir creuser
quel financement sera le plus adéquat, qu'est-ce que les OPCA seront prêts à prendre, qu'est-ce que l'entreprise sera également prête à mettre en place, notamment si c'est un projet éventuellement à l'extérieur de l'entreprise. Donc tout ça, c'est pas forcément préparé, parce que comme on n'a pas encore de recul sur ces entretiens, on ne sait pas forcément les demandes qui vont pouvoir être faites. Donc insistez bien sur, on va revenir vers vous, mais laissez-nous le temps aussi d'exploiter et de mettre en place les actions nécessaires à notre niveau. Et du coup, je dis aussi, alors après à vous de définir quelle sera la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est vous, RH, qui répondez directement aux salariés? Mais du coup, pour manager, il faut quand même le mettre dans la boucle. Pour moi, manager et RH, c'est un pas de deux. Hein. Sans manager, moi je ne peux pas bosser, mais manager sans copain RH, il ne peut pas non plus travailler. Donc il faut vraiment favoriser cette relation de proximité, hein, ce duo. Mais est-ce que c'est le manager qui vient vous solliciter, vous, pour savoir où en est la demande du salarié? Ou est-ce que comme la loi rend acteur le salarié, est-ce que vous autorisez, est-ce que ce salarié déboule dans votre bureau? Pour savoir où ça en est. Donc réfléchissez aussi comment va s'organiser après ce suivi. Tout dépend surtout aussi de la culture managériale de l'entreprise. Tout à fait. Si le manager a déjà dans l'entreprise la responsabilité de l'accompagnement, du développement des compétences de ses collaborateurs. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Non, bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça que voilà. Quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est le RH qui descend l'info? Et auprès de qui? Il faut mettre le manager dans la boucle, il ne faut pas non plus le squeezer. Est-ce que c'est le salarié qui peut sans aucun souci venir vous solliciter? Et du coup, assurer des règles éventuellement, enfin pour pas... Parce que si on est sollicité toutes les 5 minutes, on ne peut plus travailler sur nos sujets de fond. Donc il faut aussi s'organiser. Ou est-ce que c'est le manager qui fait le lien entre les deux? Ce sont des questions pour qu'après vous puissiez y répondre. Après, la culture ou le manager, moi j'adhère à 200%. On va revenir sur entretien professionnel et entretien annuel. Pour vous, qu'est-ce qu'un entretien annuel, EA, et qu'est-ce qu'un entretien professionnel? Fréquence qu'il mène, durée. L'annuel, on est sur le N+1 et on est notamment sur les objectifs annuels qu'on a pu donner aux salariés. Alors, N+1, objectif. Quoi d'autre? Bilan annuel de l'activité. Et le bilan? Et ça peut s'ajouter un entretien annuel de compétences, de développement des compétences. C'est ce qu'on pratique chez nous. On a deux entretiens. Un entretien sur la performance en janvier-février, donc de N-1 plus fixation des objectifs. Et sur juillet-août-septembre, on a ce qu'on appelle l'entretien de développement des compétences. Où là, un plan d'action est défini annuellement ou sur 3 ans pour orienter le collaborateur sur le développement de certaines compétences qu'on a constatées absentes dans l'entretien de performance. Bonne organisation, puis j'aime bien le timing, votre répartition sur l'année. Vous m'avez dit premier trimestre, là, c'est ça? Oui, premier trimestre et été. Oui, et là, c'est l'été. Oui. Je trouve assez stratégique parce que souvent, au premier trimestre, on a les objectifs de la société et du coup, on découle les objectifs pour les collaborateurs. Et l'été, alors évidemment, il y a la période des congés, mais les gens sont plus disponibles, on prend le temps de discuter et ça permet après d'alimenter le plan de formation qu'on présente en fin d'année classiquement aux partenaires sociaux. Donc là, c'est le N+1. Donc ça signifie que pour l'entretien professionnel, N+1 ou RH. En fonction de vos souhaits. Donc là, on ne parle pas d'objectifs et bilan de l'activité. Effectivement, on va parler des compétences et du projet professionnel. En termes de timing, on va poser la question tout à l'heure, combien de temps on met? On fait un heure sur, je sais pas, nous on est plutôt sur 1 heure. C'est variable, ça peut être un petit peu moins, ça peut être des fois plus. Plutôt 1 heure en moyenne. Et l'entretien professionnel, je conseille 30 minutes. Alors effectivement, pas de projet, en 5 minutes c'est bouclé. Et s'il y a un projet,
ça peut effectivement durer un petit peu plus longtemps. Alors, à la formation, l'entretien professionnel n'est pas un entretien de recueil des besoins de formation. D'accord ? La formation, on va pouvoir l'aborder, pour moi, des deux côtés. Si c'est la tenue du poste de travail, l'entretien annuel, pour remplir mon objectif, il me manquerait éventuellement une formation dans tel domaine. Lors de l'entretien professionnel, on va parler de mon projet professionnel. Donc, le manager ou le RH va regarder déjà entre les compétences de la personne par rapport au projet professionnel. Du coup, c'est intéressant d'avoir quand même des fiches métiers, des cartographies pour voir les passerelles qui peuvent exister et puis surtout les compétences existantes. Je vais checker. Est-ce que le projet est complètement farfelu, auquel cas on indique ok, je note ton projet professionnel, mais il va y avoir comme un accompagnement à faire. Est-ce que tu es prêt aussi à t'investir? Parce qu'il manque quand même pas mal de briques. Ou alors, il manque une ou deux briques, et dans ces cas-là, on peut parler de formation en lien avec le projet professionnel. J'ai répondu à votre question, madame? L'entretien professionnel est obligatoire pour tout le monde maintenant. Hein. Et lui, il est facultatif, aucune obligation légale, même si c'est plutôt lui qui est fait, sauf disposition conventionnelle, qui le rendent dans ces cas-là obligatoire. Ou pour les 4 au forfait jour. Convention, c'est la convention, c'est pas la loi. Là, il n'y a aucune obligation légale. En revanche, il va falloir 2 entretiens distincts. La loi de 2014 indique bien qu'on ne parle pas d'évaluation des performances dans l'entretien professionnel. Donc, revoyez bien votre âme. Quand vous dites distinct, ça peut être à 5 minutes près? Alors, attendez, oui. Techniquement, 2 trames. Donc, revoyez votre trame d'entretien annuel, parce que dans l'entretien annuel, quand j'anime sur les entretiens annuels, je me rends compte qu'il y a des questions qui ont trait plutôt à l'entretien professionnel sur les compétences. Donc, on va nettoyer l'entretien annuel et faire une belle trame entretien professionnel. Si vous avez un entretien annuel, hein, bien évidemment. Je préconise plutôt comme monsieur de faire à 2 endroits distincts. Pourquoi? Ça, c'est ma vision. Mais nous, ça fera 3. Bah, sauf si vous mettez votre entretien dans l'entretien professionnel. Optimisez. Au contraire. Donc 2. À ce jour, pour moi, c'est 3, mais effectivement, on passera à 2. On restera à 2. Oui. Mais effectivement, avec un entretien professionnel, peut-être... je serais intéressée de regarder votre trame, mais à mon avis, dans ce développement des compétences, vous remplissez votre obligation légale d'entretien professionnel. Moi, j'ai tout. J'ai tout dedans. Donc, du coup, votre entretien professionnel, il est déjà dedans. Il y a juste une chose, hein, je ne voudrais pas mobiliser la parole, mais il y a juste une chose qui me gêne, où dans les 2 cas, on aboutit nécessairement à un plan d'action formation. Or, oui. On sait que dans le développement des compétences, et ça, sociologiquement, c'est acté si vous voulez, la formation dans le développement des compétences n'intervient que pour 10%. Je sais. 70% c'est l'expérience, 20% c'est le réseau que le collaborateur, et là je parle cadre, va avoir dans l'entreprise pour pouvoir se développer, notamment transversal. Et ce qui me gêne dans ce texte, c'est la panacée, c'est la formation. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qui me dérangent. C'est pour ça qu'il faut attendre l'interprétation et ce qui va en découler. On marche encore sur des œufs. Tout n'est pas bien clair, malheureusement. Donc c'est ça qui m'agace quand j'anime sur ce sujet-là, c'est qu'il y a des interrogations que je ne peux pas lever. On ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui. Comment ça va être interprété? Est-ce qu'il va y avoir encore un changement de gouvernement qui va encore remettre autre chose? Dans 6 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Non, mais excusez-moi, mais... Donc effectivement, il y a des choses où on ne sait pas où on met les pieds. Donc, je suggère pourquoi? Parce que dans l'entretien annuel, on évalue quand même le travail de la personne. Il y a un jugement du travail, hein, pas de mais il y a un jugement quand même qui est fait. C'est perçu comme ça. Donc, dans cet entretien, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir plein de choses qui disent. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de bien dissocier. Et puis, comme il y a 2 objectifs différents, ça permet aux salariés d'être au clair dans leur tête. Ok, là je te rencontre pour ton entretien annuel qui va durer 1 heure et au cours de cet entretien, on va parler de cette performance, de ta tenue de ton poste de travail. Et après on développe avec effectivement le bilan, les objectifs. Merci, au revoir.
On conclut l'entretien, on n'oublie pas, on conclut l'entretien. On ne part pas comme ça. Et après, on réenchaîne avec l'entretien professionnel. Bonjour monsieur, aujourd'hui on se voit pendant 30 minutes pour faire ton entretien professionnel. Lors de cet entretien, tu vas me parler de tes souhaits de projet professionnel. Il se peut que l'atmosphère d'ici pollue l'entretien professionnel. Donc si jamais vous faites les deux à la file, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des équipes qui sont lourdes, qui peuvent être éclatées, donc aussi on optimise ce que je comprends. Vous faites vraiment une coupure, un quart d'heure. Un petit café. Un café, une cigarette, une pause technique, mais on fait une coupure entre les deux. Alors après, c'est vrai que j'ai tendance à dire, on fait l'entretien annuel et on fait l'entretien professionnel. Mais la réciproque est vraie. On pourrait très bien commencer par l'entretien professionnel, où la personne parle de lui, de son projet. On fait une coupure, quoi qu'il arrive, et puis après, on envoie sur l'entretien annuel. Avez-vous, par rapport à toutes les questions, entretien professionnel, articulation, l'entretien professionnel, c'est bon sur l'articulation entre les deux entretiens? Bilan annuel, on peut le faire en même temps, mais je préconise vraiment une pause. On ne nous l'interdit pas légalement. Mais je préfère dissocier les deux, la campagne d'entretien annuel, sachant que, attention, l'entretien professionnel, là, on le fait tout le monde en même temps. Mais cet entretien professionnel, qu'est-ce que la loi nous impose? On est obligé, c'est tous les 2 ans. Alors là, pour le coup, c'est tous les 2 ans. Et là, effectivement, c'est annuel. Sauf qu'en cas d'arrêt de longue maladie, maternité, d'adoption, le temps partiel qui repasse à temps plein, la maladie, au retour du salarié, c'était censé être fait, mais dans la pratique, c'était pas toujours fait, ou en tout cas pas formalisé. Entretien professionnel. Ça signifie qu'il ne va pas y avoir forcément une vague. Tous les ans, on va faire de l'entretien professionnel. Donc RH, soyez vigilants, et il y a un super logiciel ou avec un très bon fichier Excel pour connaître vos dates d'échéance. La grosse majorité sera dans 2 ans. Mais ça vit une entreprise, heureusement d'ailleurs. Et du coup, ça ne sera pas tout le monde en même temps pour cet entretien professionnel. Il y a une ancienneté pour les requises pour les salariés qui passent un entretien professionnel ou c'est tout salarié? Le salarié est informé dès son embauche. Donc mettez à jour les contrats de travail ou des annexes, votre dossier d'intégration. Mais dès l'embauche, l'employeur doit informer tout nouveau salarié qu'il sera amené à passer des entretiens professionnels. Après, il y a tous les 2 ans. Il y a les rendez-vous, enfin ponctuels entre guillemets, suite à un retour d'absence, maladie, maternité, aussi le mandat syndical qui repasse à temps plein, entretien professionnel. Et au bout de 6 ans, on fait le point. Que s'est-il passé au cours des 6 dernières années? Formalisme à chaque fois. Ça signifie que là, il faudra copie signée pour le salarié et employeur, et puis également l'entretien professionnel. Mais ça signifie que pour ces 2 entretiens, il va falloir le préparer. Donc j'insiste aussi en formation sur la nécessité d'une bonne préparation. Une bonne préparation, c'est 50% de réussite. Alors évidemment, ça prend du temps. Quand on a des équipes importantes, le temps de préparation, plus 1 heure d'entretien annuel, le quart d'heure de pause, les 30 minutes. Et moi, je préconise aussi 1 demi-heure avant pour se préparer, pour pas ramener son souci qu'on a pu avoir juste avant. Il faut qu'on puisse être neutre et bienveillant pour mener l'entretien. Et puis 1 demi-heure après, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça dérape en timing. Et pour plutôt que de cavaler et de dire « Oh, au revoir parce que j'ai mon rendez-vous qui m'attend », ça fait quand même pas très... Du coup, c'est bien. Et puis vous-même d'avoir un sas pour aussi décompresser, souffler, pour enchaîner sur votre prochain rendez-vous. Et puis mettre à jour, du coup, à chaud, ce qui a pu être dit lors de l'entretien. Oui. J'imagine que vous parlez de préparation. Cette préparation, elle doit être envisagée non seulement par le N+1, par le RH, mais également, j'imagine, par le salarié. Ah ben oui, il arrive préparé. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, d'où l'importance de la communication, et éventuellement de créer un petit guide pour aider le manager à préparer, mais également le salarié. Parce que projet professionnel, moi je ne connais pas, on n'a jamais parlé, en général c'est le RH qui me dit où je vais. Je caricature. Qu'est-ce que c'est, cette bête curieuse? C'est la première fois quand même, et la loi les rend acteurs, c'est pas nouveau, mais là c'est encore davantage affirmé.
Donc, accompagner ces salariés pour les inciter à préparer. Et si cette année, ils ne préparent pas beaucoup, parce que ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, mon projet, on ne va pas l'utiliser, RH, communiquez sur les projets que vous accompagnez. Quand j'ai fait une formation, il y avait un RH, il a quand même indiqué, et les managers ne le savaient pas, que 20% des projets avaient été réalisés. C'est énorme, 20% des projets réalisés. Les managers ne le savaient pas. C'est dommage. Mais les RH ont tellement les dans le guidon, et c'est tellement notre job que du coup, on oublie de communiquer sur les essentiels. Donc communiquer sur la préparation, mais faites du teasing et communiquer tout au long de ces 2 années pour montrer ce qui a pu être fait. Des témoignages, soyez créatifs. On ne sait pas faire notre marketing RH. Et là, il y a des choses à faire. Parce que cette année, peut-être pas beaucoup de projets, c'est pas grave. Vous avez rempli votre obligation légale. On ne peut pas non plus vouloir à la place de l'autre. Hein. Et puis quand ils vont voir que finalement ces entretiens sont exploités, c'est pas le RH qui fait rien qui classe, comme je l'entends dire. Il est exploité, il y a des projets qui ont marché, j'ai des témoignages, j'ai rencontré des gens. Dans 2 ans, il y aura peut-être une autre préparation, un autre intérêt. Parce que si jamais, au bout de 6 ans, il n'y a toujours pas de préparation, ça va être compliqué hein, de mettre la mécanique. Excuse-moi, vous avez dit 2 ans et 6 ans donc... Parce que tous les 2 ans, on se rend compte, mais au bout de 6 ans, on fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une formation? Est-ce qu'il y a eu une évolution salariale ou professionnelle? Et là, pour le coup, on peut avoir des refus de passer l'entretien, ça ne sert à rien. En revanche, si vous ne pouvez pas donner suite à son projet, dites-le. J'ai oublié de prendre des bottes, mais en général, en formation, je prends des bottes en caoutchouc. Le manager ou le RH est droit dans ses bottes aussi. Il faut assumer, il n'y a pas d'évolution possible, on le dit. On ne fait pas miroiter des choses. Hein. Et tout peut être entendu. Transparence, hein. Franchement, faites de la transparence par rapport à ça. D'autres questions sur, par rapport à entretien professionnel et entretien annuel? Différence. C'est clair hein, pour vous? Donc 2 entretiens distincts, 2 trames distinctes, surtout 2 trames distinctes, parce que là la loi indique bien, on ne parle pas de compétences dans l'entretien professionnel. On peut les faire dans l'affilée, avec une coupure. On passe par l'entretien professionnel ou l'entretien annuel, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, outillez et vos managers, et également vos salariés. Quelles sont les questions qui peuvent se poser? Il faut l'amener en compétence là-dessus, il faut le former par rapport à ça. Il ne sait pas. Moi, quand j'ai débuté dans ma carrière professionnelle, on m'a dit « Tu veux faire quoi dans 5 ans ?» Oh, mon Dieu. Ou dans 2 ans, oh, elle veut me virer. Non, c'était pas... mais j'étais incapable de me projeter. Je sortais de l'école, j'arrivais, j'étais incapable de me projeter. Maintenant, j'aurai un peu plus de matière. Alors, organisation. Comment faire adhérer les chefs d'équipe? Mise en place, communication. Je pense que la communication, c'est vraiment le leitmotiv. Alors oui, excusez-moi, l'incontournable, n'oubliez pas d'informer les copains IRP de ces entretiens, pour avis. Alors là, j'ai pas compris. État des lieux du poste, fixer des objectifs annuels. On ne fixe pas d'objectifs dans l'entretien professionnel. En revanche, on va faire un point des compétences. Donc, ce qui est intéressant dans la préparation, c'est de... Alors, les compétences sur le poste de travail, le manager, il les connaît puisque c'est son quotidien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit curieux. Qu'est-ce qu'il a fait dans d'autres postes? Parce qu'une compétence a pu être utilisée à un instant T et n'est plus utilisée au jour d'aujourd'hui. Mais elle est bien là, cette compétence. Donc, c'est aussi au manager ou au RH de regarder quelles sont ces compétences inexploitées et quels sont les talents. J'ai quand même eu un témoignage d'un manager que j'ai formé il y a 15 jours qui me disait bien, grâce à mon manager, elle m'a orientée vers elle m'a dit que j'étais apte à prendre ce poste-là. Jamais j'aurais osé. Je me trouvais trop incompétente, trop nulle, enfin bref. C'est dans la dévalorisation de la personne. Et elle m'a dit, bah, grâce à elle, elle m'a fait confiance. J'ai largement bien réussi et j'ai eu après une belle évolution. Donc, manager, quand vous préparez, vous n'avez pas obligation de définir un projet professionnel pour l'ensemble de vos troupes, mais par connaissance des métiers, par connaissance éventuellement des évolutions de poste ou des mobilités ou des parents en retraite qui peuvent se faire,
vous pouvez dire, ah ben tiens, est-ce que ce poste-là pourrait t'intéresser? Vous pouvez suggérer des choses. Mais attention, avant, vous ne laissez pas l'en premier. Hein. C'est lui qui est acteur. Mais pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez penser à une évolution. Parce qu'il y a des compétences, lui ne se rend pas forcément compte de ces compétences-là. Et du coup, c'est aussi au manager de faire grandir ses collaborateurs. Donc, vous pouvez suggérer quelque chose. Oui, ça veut peut-être dire aussi d'avoir ce qu'on appelle des plans de succession. Voilà, après, ça c'est l'idéal, ça. Une belle GPEC où tout est organisé, tout est fluide. C'est ce que j'appelle le monde des organisé bisounours. où les choses sont, parce qu'ils ne vont pas rien prévoir à 100%, mais ça nécessite... Oui. Il y a des outillages RH après à mettre en place, hein, ou à revoir par rapport à ce qui est déjà fait. Ça, c'est mon monde des bisounours, mais je sais que c'est dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas toujours ça. Alors, quels outils, quelles procédures, quelles conséquences? Pour moi, l'outil, c'est une trame, différent de l'entretien annuel. La procédure, ben, une bonne communication, c'est vraiment le b.a.-ba, mais toute l'année, enfin, je veux dire, à tous les différents stades. On forme les managers, on ne les laisse pas tout seuls avec cet entretien, parce qu'on parle quand même de compétences. Il y a des mots qui leur font peur. Donc, il faut les rassurer. Il faut les rassurer, mais il faut aussi rassurer les salariés. Il y a un délai minimum entre l'invitation et l'entretien. Moi, je conseille 15 jours, pratico, parce que 15 jours de préparation. C'est bien d'avoir un week-end. Et l'expérience m'a montré que souvent, le salarié, il en parle avec conjoint. Donc, 15 jours. Quelles conséquences bah, moi, je me dis que s'il ne veut pas travailler son entretien professionnel, bah, c'est son salarié, il est acteur, hein, donc il est grand, majeur, vacciné. Vous, votre conséquence, enfin, comme vous avez organisé et que vous pouvez prouver par ce formalisme casse-pied que vous avez organisé ces entretiens professionnels, vous avez rempli votre obligation légale. La conséquence, ça sera dans 6 ans. Donc soyez vigilants dans des méga tableaux de bord, Excel mon ami, ou s'il y a des logiciels qui vont peut-être se développer. Est-ce qu'il y a eu une formation? Est-ce qu'il y a une évolution professionnelle ou une évolution salariale? La certification, ça serait du bonus, mais elle sera exceptionnelle par rapport à vos volumes. Motiver les équipes. Ouais, ça c'est sûr qu'il faut faire adhérer. Ben, on adhère par toujours communication et la formation pour ne pas les laisser tout seuls. Quel est l'intérêt de cet entretien professionnel? Donc ça signifie qu'il faut aussi concevoir aussi une politique RH derrière et donner des billes à ces managers. Est-ce qu'il y a une politique RH définie? Est-ce que vous savez le cap? Quelles sont les évolutions des métiers? On ne le sait pas toujours ça quand on est RH, mais il faut glaner aussi les informations. Les évolutions, est-ce qu'il y a des métiers qui seront amenés à disparaître? Est-ce qu'il y a des métiers qui seront amenés à évoluer? Donc tout ça, il faut déjà le concevoir et puis après pouvoir le présenter aussi au manager. Quelles sont les mobilités prévues? Alors évidemment, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas tout à la personne près, mais par rapport au départ en retraite, parce que là j'ai eu des structures avec beaucoup de départs en retraite, dans les 2 ans, ça va peut donner un appel d'air. Sachant qu'un départ en retraite ne signifie pas forcément un recrutement, ça j'en ai bien conscience. Mais du coup, comment on va réorganiser les forces vives? Donc, quelle est ma cartographie? Donc, ça qui est intéressant pour l'entretien professionnel, c'est que je vais avoir aussi une belle cartographie des compétences cette année. Et puis, du coup, par rapport au cap de l'entreprise, je vais pouvoir aussi vérifier si je suis bien en phase, moi en tant qu'RH, ou s'il va manquer des choses. Et du coup, quel est le plan d'action que je vais proposer? Alors, fréquence plus souvent pour les jeunes, c'est 2 ans. La loi, c'est 2 ans. Après, je me dis, on peut faire mieux que la loi. Donc, cette année 2016, pas de projet. Donc là, sur mon entretien, pas de projet professionnel. Je signe, 5 minutes d'entretien. Mais si jamais dans 1 an, le monsieur ou la madame revient, bah, vous pouvez la prendre. C'est pas... On peut faire plus. Ça, c'est mon interprétation. Mais il n'y a pas une obligation de voir plus souvent les jeunes, en revanche. C'est 2 ans le délai. Donc, aider les salariés à penser à leur avenir professionnel dans l'entreprise ou ailleurs. Oui, un petit guide pour les aider à préparer. Et puis, mettre en visibilité ou... parce que je sais qu'on me dit, oui, je communique, on ne voit pas. La communication, c'est quand même compliqué à faire et il n'y a pas de communication idéale. Donc, il faut passer par de l'oral, par de l'écrit, descendant, ascendant.
N'hésitez pas, si vous avez un intranet ou même sur un réseau, à faire une bibliothèque, des fiches de poste, des cartographies, tous vos outils RH que vous avez. Pour moi, une fiche de poste, il n'y a pas de confidentialité à avoir, c'est pas un secret, une chaise gardée. Mettez-le en libre accès pour que les gens soient curieux et puissent préparer et regarder ce que fait le petit copain. Et bien centraliser, parce qu'il y a souvent plein de choses, mais un peu partout et on est perdu. Donc là, je sais qu'il y a des RH qui prennent conscience qu'effectivement, il y a plein de choses existantes, mais un peu diffus. Donc du coup, ils essayent de recentraliser une bibliothèque virtuelle ou un endroit où on peut consulter les éléments. Vous avez aussi les sites, parfois vos sites de branches professionnelles qui font des cartographies des métiers. Donc n'hésitez pas éventuellement à les renvoyer vers ces sites-là. Valoriser et promotion des compétences, positiver. Oui, de l'entretien, effectivement, on évite les petits, c'est un petit projet professionnel, ah non, ça casse tout. Donc, il y a des termes négatifs à éviter. Ceci dit, moi-même, je me surprends parfois à les utiliser, donc on sait que dans la vraie vie, il faut, mais techniquement, parfois, à chaud sur le terrain, on n'est pas à l'abri de ce genre d'inconvénients. Mais on positive, d'où il faut que vous soyez moteur et porteur du projet. Hein. Il faut aussi que ça vienne du haut de la direction. Ok, il y a une obligation légale, donc on ne va pas non plus avoir le poids. C'est une belle opportunité de pouvoir penser à son projet professionnel. Donc effectivement, il y a un entretien avec un formalisme et casse-pied, mais je trouve ça intéressant que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils veulent faire. Parce que si le projet professionnel réussit en termes de motivation, c'est extraordinaire. Parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il aime. Donc il va venir heureux au travail. RH, rendre heureux, pour moi. C'est l'image idyllique. Oui. J'essaie de vous convaincre que vous ayez de la matière parce que je sais que c'est un projet qui est très lourd à mettre en place. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la fonction publique est concernée par l'entretien professionnel? Oui, tout le monde. Tout le monde. Après, je ne sais pas comment ils font techniquement, mais tout le monde. Donc, mesurer et évaluer les compétences et ambitions professionnelles. Alors, le terme de mesure me fait un peu tiquer parce que quand on parle de mesure, pour moi, je suis plus dans l'entretien annuel. Donc, c'est effectivement, en entretien annuel, on va aussi parler des compétences, mais sur la tenue du poste de travail. Et l'entretien professionnel, on ouvre le champ des possibles. Qu'est-ce qu'il a fait avant ce poste? Qu'est-ce qu'il a fait dans une vie antérieure avant l'entreprise où vous êtes? Et qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Il peut y avoir des choses intéressantes à pouvoir utiliser après en entreprise. Et effectivement, là, on voit l'ambition. Mais s'il n'y a pas d'ambition, c'est pas grave. Hein. On n'est pas obligé non plus d'avoir une ambition professionnelle. Donc, expliquez bien aussi à vos salariés. Pas de projet, on ne va pas non plus te sanctionner parce que tu n'as pas un projet. C'est ton droit. Si tu es bien dans ton poste, parfait. En revanche, si dans 6 ans, tu me dis oui, je n'ai pas évolué, il faut aussi quand même qu'ils se prennent en main. Donc, il y aura des prises de conscience à faire. Excusez-moi. Oui. Vous parliez du contenu effectivement de l'entretien professionnel, entre autres l'obligation d'évoquer un projet professionnel pour moi. Est-ce qu'il y a des thématiques, on va dire telles que je sais pas, le bilan de compétences, telles que la VAE, telles que la formation par exemple, qui sont réglementairement évoquées, qui doivent être évoquées par Alors, moi, plutôt que d'avoir quelque chose de fermé où le manager va paniquer parce qu'il ne connaît pas forcément bien les dispositifs, et même si je leur explique en formation, c'est tout nouveau pour eux, il y a quand même une donne importante. Du coup, on peut, en aidant dans la trame, si vous voulez, cocher, mais dire projet professionnel intéressant, mais formation nécessaire. Est-ce que vous saurez lors de l'entretien la formation qu'il va falloir? D'accord? Et du coup, le dispositif qui sera le plus avantageux? Pas forcément. Donc ça peut être effectivement une trame aidante, mais j'ai peur qu'elle panique le manager, parce qu'il n'aura pas la réponse. C'est là où moi je vois les freins quand je peux animer. Donc du coup, une grande case blanche, formation éventuellement suggérée, et puis à valider le dispositif le plus adéquat. Parcours professionnel, passé futur, ben oui, on est curieux, on regarde ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a des compétences utilisées qui ne sont pas forcément utilisées à ce moment-là,
qui pourraient être intéressantes après à réexploiter. Alors quand on parle de compétences, hein, c'est le savoir, savoir-faire, savoir-être, on est d'accord. C'est l'intégralité, hein. Le savoir-être est une notion aussi importante. Évaluer les besoins en formation, bilan de formation. Alors, évaluer les besoins de formation, effectivement, on en a parlé. Hein. Tenue du poste du travail abordé en entretien annuel et projet professionnel, plutôt entretien professionnel. Ce qui est intéressant, c'est que si dans le monde des bisounours, on sait où l'entreprise va, le cadre, les évolutions des métiers potentiels, la disparition, enfin... Du coup, moi, RH, je peux travailler et me dire « Oh là là, il va manquer telle ou telle compétence ». Rien ne m'empêche d'éventuellement d'aider les managers à dire « Ben voilà, par rapport à ces compétences-là, est-ce qu'il y aurait des gens dans tes équipes qui pourraient être intéressés par ces compétences ?» C'est toujours le va-et-vient, RH, manager, c'est le pas de deux. Parce qu'un nouveau métier, le salarié ne le sait pas, il n'en a pas forcément connaissance à son niveau. Donc, on peut suggérer éventuellement. Échanger pour se présenter, convaincre et décrocher son job. Ou comment convaincre le recruteur. Là, on n'est plus dans l'entretien professionnel. Pour moi, là, on est plus dans un entretien de... L'entretien professionnel, c'est pas un atelier pour se préparer à un entretien de recrutement. Ça... Pourquoi pas? Si jamais il y a un projet hors entreprise, effectivement, il va quand même exposer le pourquoi du comment. Il a pu éventuellement regarder les formations à faire, mais ce n'est pas non plus le but du jeu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Après, c'est aussi aux collaborateurs d'argumenter pour dire « Ok, il me manque 3-4 compétences, mais avec cette formation, j'ai la volonté, je peux y arriver. » Donc effectivement, le salarié peut être amené à convaincre son manager ou le RH pour la réalisation de son projet professionnel. Choisir le meilleur candidat dans une courte durée. Ben effectivement, moi après avec RH, j'ai une magnifique cartographie. Donc, s'il y a un départ, je peux déjà aussi regarder dans cette belle cartographie mise à jour tous les 2 ans pour voir le meilleur candidat dans une durée plus ou moins courte. Dans l'idéal. Je pense qu'après, il y a une mécanique qu'il va falloir rendre fluide. Là, effectivement, on est un peu dans l'attente et on est en train de mettre en place les choses. Avez-vous des questions à poser? Est-ce que j'ai bien répondu à l'intégralité des post-it? Ou est-ce que j'ai suscité d'autres interrogations? Quel est votre ressenti? Le non-verbal est très parlant. Le ressenti, c'est que dans les entreprises où le management de l'évaluation des performances et des compétences est en place, et moi c'est mon cas depuis 10, 15, 20 ans, je trouve que cette loi est intrusive. Voilà. Et je la prends d'un côté totalement négatif, ce qui fait qu'on va mener les entretiens professionnels puisque la loi nous y oblige. Mais voilà, c'est... Parce que vous faisiez plus que la loi, donc ça je comprends. Oui, non, mais on n'est pas la seule entreprise. Je pense qu'il y a des milliers d'entreprises dans les grands groupes, etc., où ces problématiques-là, elles ont été mises en place, abordées il y a 10, 15, 20 ans. Et là, voilà, encore une fois de plus, on met tout le monde dans le même panier, et puis on vous dit ce qu'on doit faire, on vous oblige à négocier la pénibilité alors que ça existe depuis 20 ans, on vous oblige à négocier ci, alors que là, ça devient ingérable. Voilà ma façon de voir les choses. D'autant plus que sur cette problématique d'entretien professionnel, où c'est le collaborateur qui effectivement va définir son projet professionnel, on risque d'avoir dans bon nombre d'entreprises, je caricature peut-être un peu, mais notamment petites et moyennes, où derrière l'entreprise n'aura pas forcément les moyens d'accompagner le collaborateur. Oui, oui. Parce que c'est un coût derrière. Tout à fait. C'est un coût. Et là, on risque de faire beaucoup plus de déçus, comme sur la pénibilité, hein, où les gens attendaient plein de choses et en fait, ça va être un truc qui va complètement se dégonfler.
Et on va encore créer des déçus, et ces déçus, c'est dans les entreprises qu'on va les récupérer. C'est pas au niveau du Parlement. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, oui, ça c'est le principal écueil. Vous nous demandiez notre point de vue, vous l'avez compris, le mien, il est totalement négatif. Mais j'entends, oui. C'est clair. Oui, c'était pour savoir quelles sont les sanctions qui peuvent tomber sur l'employeur s'il ne respecte pas en gros tout ce qui est entretien annuel, entretien professionnel, parce que lui, dans sa tête, il a l'objectif d'atteindre... Lui, il fait ça, l'employeur. Celui-là, c'est pas obligatoire. Donc là, c'est pas obligatoire. Là, il n'y a pas d'obligation pour l'entretien annuel. Ouais. Sauf en vérifier vos conventions collectives. Hein, parce que là, il peut y avoir des obligations. Je trouve que c'est un bel outil. Donc là, la sanction, elle va venir dans 6 ans. Dans 6 ans. Dans 6 ans, s'il n'y a pas eu de formation au cours des 6 dernières années, s'il n'y a pas eu d'évolution salariale ou d'évolution professionnelle ou une certification, et du coup, abondement du CPF et sanctions pécuniaires. Oui. Et donc l'employeur, il a le droit d'aller au prud'homme pour attaquer son... Non, l'employeur... Je pense qu'il va y avoir du contentieux, mais je n'ai pas ma boule de cristal pour voir. Mais oui, il va y avoir... on n'a pas fini là. Malheureusement, je crois qu'on commence l'aventure. Oui. Vous parlez de formation, les formations obligatoires, type sécurité, tout ça. Non, ça rentre pas là-dedans. Et est-ce que bilan de compétences et VAE, ça rentre la VAE, il va y avoir une certification, donc pour le coup, ça rentre. Bilan de compétences, je ne sais pas trop où je mets les pieds avec cette loi-là, donc je reste prudente. Ce n'est pas une formation. Il y a aussi le nouvel organisme qui va aider, donc je ne sais pas trop où je mets les pieds. Mais la VAE, on remplit, il y a une certification, donc du coup on remplit, pour le coup, oui. Une formation interne. Alors oui, la formation interne, oui, mais il faut la valoriser, cette formation interne. Donc il y a tout l'administratif, une formation classique. Oui, je sais, oui. Non, mais les salariés, moi, ils sont complètement perdus. Hein. Je leur dis, le DIF, ça n'existe plus. Est-ce que vous avez mis vos compteurs DIF sur les données, il n'y en a aucun qui a créé son compte. Je sais. Ils n'ont pas envie. Non, c'est très compliqué, c'est très nébuleux. D'où l'importance de bien communiquer, redire les messages. On n'en dit jamais trop, on n'est jamais redondant. L'objectif de l'entretien professionnel, c'est le développement de ton projet professionnel, de tes compétences. On parle de toi. Je vous la caricature. L'entretien annuel, on parle aussi de toi, mais de tes performances sur ton poste de travail, avec le bilan et les objectifs. La préparation est importante, d'où la nécessité d'accompagner, de faire un petit guide préparatoire pour les aider à bien faire ce distinguo entre ces deux entretiens, parce qu'il y a un doux mélange. Hein. Chaque fois, je commence la formation par ça. Qu'est-ce que vous savez sur ces entretiens? Et on remet dans les bonnes cases. Parce qu'il y a vraiment un doux mélange. Il n'y a pas de projet, on les rassure. Hein. Il n'y a pas de projet, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas une obligation d'amener un projet tous les 2 ans, heureusement. Parce que déjà, il faut arriver à concrétiser son projet. Non, mais il faut aussi se mettre dans la peau du manager qui... J'ai un exemple, un agent de maîtrise d'usine qui a 60 collaborateurs directs. Wow. 3 lignes de production. Il va donc avoir 20 entretiens, s'il organise son planning, 20 entretiens par an. Sur les 60 collaborateurs, il y a certainement un certain nombre d'ouvriers qui vont lui dire moi j'ai tel projet, tel projet. 2 ans après, il va revenir. Les choses n'auront pas évolué au niveau de l'entreprise pour des tas de raisons. 4 ans après, il va revenir. La frustration. Là, on va créer des frustrations. Je suis d'accord avec vous. Énorme. Ça, c'est le gros risque. Hein. C'est pour ça qu'il faut communiquer sur les mobilités qui sont réussies. Parce que mine de rien, 20%, les managers étaient sidérés, ils n'en avaient pas connaissance. Donc, on ne pourra pas dire oui à tout le monde, malheureusement, pour différentes... voilà. Mais expliquer aussi le pourquoi du comment, transparence, et valoriser celles que vous avez pu faire. Parce que vous allez en faire quand même dans ces 2 ans. Mais si vous ne communiquez pas, les gens ne vont pas savoir. Alors que si vous communiquez sur des... Enfin, peut-être que j'y crois et que, effectivement, je suis... Ça date dans les grandes entreprises, mais effectivement... Les petites entreprises, c'est l'évolution, je ne sais pas comment on peut faire. Voilà, ça va créer de la jalousie, en plus. Aussi, oui. Le législateur, il est bien dans sa tour d'ivoire pour le coup, et parfois concrètement venir en entreprise, regardez comment ça se passe. Hein, j'aurais envie de leur dire ça.
Mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc, Puis bon, on a des budgets serrés, donc ça en plus, on fait comment c'est ça, en plus de ça. Et je ne sais pas ce que les OPCA vont être prêts à faire, comme c'est en plus nébuleux à leur niveau. Du coup, il y a des choses... On n'est pas magicien. Non. Et j'ai pas ma boule de cristal, donc je ne peux pas vous donner des suggestions, des dispositifs qui sont... Pour le moment, moi, j'en sais rien au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est encore une charge supplémentaire. Oui, bah, c'est ce que tout le monde me dit. Hein. Ça, c'est le top numéro 1. Ça va créer de l'emploi dans la fonction RH. Soyons positifs. Voilà. Et pas dans les petites, pas dans les petites entreprises. Non, mais je suis il y a des... on charge bien la mule. Il y a vraiment de grands écueils. Ouais. Mais pour positiver, je dirais quand même qu'on parle d'un projet professionnel. Donc voilà, faut... Oui, mais il faut pouvoir derrière. Oui, le faire, je suis d'accord. Alors c'est comme un gamin 3 semaines avant Noël, vous lui donnez qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte, et puis sur les 10 cadeaux qu'il demande, vous lui en donnez aucun. Ah, ça dépend. Il faut assumer le 24 parfois décembre ils disent, soir. ah, bah t'as une meilleure idée que ma liste. Monsieur, vous avez une question? Je crois qu'effectivement, au-delà du caractère intrusif de la loi, ça, moi j'entends complètement, effectivement, avec tout ce que ça apporte comme contrainte à l'entreprise, ce qu'il faut voir, enfin je l'entends comme tel, c'est avant tout un partage des responsabilités. C'est certes imposer, j'entends bien, à l'entreprise un nouveau dispositif avec la mise en place d'entretien, etc. La nécessité de communiquer autour de ce dispositif-là, mais c'est aussi pour l'individu, voilà, un outillage et une prise de responsabilité. Vous parlez d'acteur, vous l'avez utilisé plusieurs fois ce terme, effectivement, on va responsabiliser l'individu. Effectivement, l'entreprise a des responsabilités par rapport à la professionnalisation de ses salariés, mais c'est aussi aujourd'hui à l'individu de se prendre en charge. Voilà, parce que quand l'individu ne se forme pas, et c'est ce que l'on constate souvent en entreprise, quand on lui propose, on lui demande de se former, ben non, j'ai pas envie. On parlait tout à l'heure de projets qui peuvent très bien ne pas être des projets, c'est de rester dans le poste. Ben, le fait que l'entreprise dise, ok, moi je vous parle de ça, je vous donne de la formation dans le cadre de cet entretien professionnel, vous avez la formation. Et effectivement, il y a des projets qui peuvent émerger qui n'ont rien à voir avec les attentes de l'entreprise, mais d'un autre côté, ça a été évoqué. Voilà. Après, effectivement, l'entreprise n'a pas forcément les moyens, le souhait de venir répondre à ce projet. Mais le salarié a eu l'occasion de parler à l'entreprise. Et je crois que ce que j'entends derrière cette démarche-là, et cette loi n'est pas nouvelle, puisqu'elle date de 2004 déjà, la loi Fillon 2004, sur la mise en place du DIF, on est dans cette mise en relation entre l'entreprise et le salarié. On n'est pas dans une relation, je dirais, malthusienne, il n'y a pas les bons et les méchants. Non. Je dirais que les salariés et l'entreprise, c'est un tout. C'est un tout. Et ce que j'entends, c'est que derrière, il y a une convergence, un esprit de convergence dans cette loi. C'est même si effectivement, elle est pesante, effectivement, réglementairement, elle impose. Et effectivement, pour des entreprises, vous parlez de grosses entreprises qui ont les moyens de mettre en place, ça peut être envisageable. Pour des petites entreprises, ça va être compliqué. Parce que ça demande de la disponibilité, ça demande des moyens, ça demande, voilà, ça demande un outillage. Mais bon, voilà. Je dirais que pour l'individu, ça peut être intéressant, voilà, de prendre ce recul. Pour l'entreprise, ça peut permettre aussi de faire émerger une connaissance, une cartographie des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire de ces salariés, des talents. J'ai bien aimé votre terme talent tout à l'heure. Et voilà, donc, bon, voilà, je pense que c'est... Il y a quelque chose à creuser autour de ça, mais ça demande bien sûr des moyens. Oui, c'est ça en fait. C'est le côté un peu difficile. Intellectuellement, je trouve que c'est génial. Et puis ça permet à la personne de se poser, de prendre du recul, finalement, qu'est-ce que je veux faire. Souvent, enfin, là je vois les... Et l'acteur, parce que parfois, enfin, je suis un peu dedans en ce moment, mais je vois les jeunes qui... Là, il y a des inscriptions post-bac, on fait quoi? On ne sait pas trop, c'est par défaut, je commence à mettre le pied dedans. Et du coup, après, je vois des salariés qui ont fait ça par défaut, c'était pas forcément leur choix, ou par méconnaissance aussi des métiers, parce que il y a tellement de choses extraordinaires qui existent, mais j'aurais pu faire d'autres choses que du droit si j'avais su, mais bon, voilà.
Et du coup, ça leur permet de se poser, de se dire, bon ben voilà, où en est mon projet? Est-ce que c'est moi qui ai choisi? Est-ce que j'ai subi? Est-ce que j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'arriver là où je suis? Donc, prendre du recul par rapport à sa carrière. Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais faire? D'être au clair avec ses motivations au sein de l'entreprise. Exactement. Voilà. Même pour le manager, c'est important d'avoir cette information-là. Pour savoir si le salarié est bien impliqué ou pas. Et voilà. Est-ce qu'on continue ou pas? Alors, et là, je trouve qu'il y a une motivation autre que ici. Là, avec l'objectif, il y a une petite carotte pour générer de la motivation. Mais là, je trouve qu'il y a une autre ouverture, un autre niveau de motivation. D'autres commentaires, questionnements? Il n'y a qu'à Faucon, j'en ai bien conscience. Hein. Il y a des écueils à lever, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, est-ce que vous repartez armés pour mettre en place ça dans vos structures? Ce contrôle au bout de 6 ans, il sera assuré par quel organisme de contrôle? La directe. À ma connaissance. Ils vont embaucher. Ah mais je pense que dans 6 ans, on va rigoler. Hein. Ils n'embauchent pas. Ah non, mais je pense que dans 6 ans, on va rigoler. On n'a pas fini. Là, on commence à poser les premières pierres, on ne sait pas où on va. Ça, oui. Il y aura une réforme d'ici là. Donc je pense que si au 1er mars 2016, on n'a pas tout à fait commencé les entretiens, je pense que... Montrer que vous avez déjà fait une partie. Oui, voilà. C'est clair. Quel sera aussi leur état d'esprit? Est-ce qu'il va falloir, par rapport aux caisses de l'État, ramener des sous ou quelles seront aussi leurs directives? Je n'en sais rien. Par contre, juste une petite chose, je pense que beaucoup ici, dans cette pièce, pratiquent déjà des entretiens annuels. Et là, dans le cadre d'entretien de compétences et de projets personnels, si je peux me permettre un petit conseil de quelqu'un qui est depuis 35 ans dans la fonction RH, valider surtout les problématiques de mobilité avec les salariés. Oui. Parce que combien de fois, oui, je prendrais bien tel poste, et puis quand vous lui en parlez, quand vous lui proposez, ah bah oui, mais ma femme, machin, truc, et on recommence à zéro. Vraiment, cet aspect mobilité qui n'a rien à voir avec les compétences doit vraiment être très... Et puis qu'il soit acteur, parce que moi j'avais un manager député, je vais faire l'entretien professionnel, c'est légal, et il va encore me ressortir son projet qui est de devenir ébéniste. Ça fait 5 ans qu'il me sort ce projet-là. Il n'a rien fait. D'accord? Donc il est frustré, mais enfin c'est aussi à lui de se prendre en charge. Hein. Donc un petit coup dans les fesses, et puis tu fais quoi? La sanction pour les moins de 50, c'est juste pour l'abonnement CPF? Pour moi, il n'y a pas de sanction pour les moins de 50 ans. Donc je me dis pour le moment, mais je me mets en alerte. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire aux PME qui nous disent ça régulièrement? Il n'y a pas de sanction pour l'entretien, donc je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est quand même dans une logique gagnant-gagnant que c'est intéressant de voir aussi, en termes de motivation, intéressant de savoir ce que le salarié veut faire, et puis aussi avoir une belle cartographie des compétences, et pas que sur la tenue du poste, enfin, d'ouvrir le champ des possibles. Et je sais que cette cartographie des compétences, ça m'a aidé quand j'ai accompagné des entreprises, parce qu'il y avait des compétences utilisées, mais à l'extérieur de l'entreprise. Quand ils en ont eu connaissance, ils ont pu les utiliser dans l'entreprise. Et ça a évité un recrutement qui était trop coûteux, qu'on ne pouvait pas faire, en réaménagement le poste de travail. Et du coup, le salarié est valorisé parce qu'on connaît ses compétences. Donc il est valorisé. Donc en termes de reconnaissance professionnelle, là c'est le top. Je pense qu'il y a une sanction, un risque au niveau d'un prud'homme. Oui, sûrement. Mais en tout cas, la loi ne l'écrit pas noir sur blanc. Donc effectivement, c'est encore dans les questionnements. Pas forcément sur le fait qu'on ait un prud'homme parce que l'entretien ne s'est pas tenu, mais en cas d'un prud'homme sur un licenciement individuel. Tout à fait. On n'est pas à l'abri de... on n'est pas à l'abri. Je pense que le contentieux va fleurir dans 6 ans. Sur les problématiques de discrimination. Aussi. J'ai pas eu mon entretien ou machin, ça va, effectivement, ça va... Donc il y a quand même une obligation légale, pas de sanction mais obligation légale, donc ils remplissent leur obligation légale de mettre en place des entretiens professionnels. C'est plutôt ça la reco que je peux faire au jour d'aujourd'hui.